Bonjour à tous. On va peut-être démarrer. Donc aujourd'hui, ce webinaire de l'USTV, j'espère que vous m'entendez bien, donc est dédié à la thermodynamique des verres avec Dominique Deligny de l'Université d'Erlangen et Pierre Benini, qu'on devrait voir apparaître à la caméra normalement, de l'Université d'Aix-Marseille. Donc, il va y avoir un premier exposé de Dominique qui traitera des propriétés thermiques avec des aspects fondamentaux et des aspects expérimentaux. Et puis, Pierre traitera plus spécifiquement ensuite des mesures de température fictive dans les verres. Voilà, donc ils ont à peu près 20 minutes chacun. Et puis, on prendra ensuite les questions. Vous pouvez les mettre directement dans le chat. Et puis à la fin de ces deux exposés, du coup, on pourra discuter de l'ensemble de ces deux exposés. Voilà, donc je te laisse la main, Dominique. Bonjour à tous. Donc, on m'a donné la mission de vous faire comprendre ce que c'est, voilà, quelle est l'origine des propriétés thermiques et comment on peut les mesurer. On a toujours un petit peu peur de la thermodynamique, alors j'espère que je vais arriver à dédramatiser ce point. Alors, premièrement, on va se poser une question, c'est que faut-il connaître? Ensuite, que se passe-t-il au niveau des atomes? Où sont les propriétés thermiques à l'intérieur des atomes? On va se demander ensuite comment on peut mesurer les propriétés thermiques. On verra qu'il y a plein d'anomalies liées au verre et on essayera de prendre en compte, de connaître les règles pour essayer d'estimer ces propriétés thermiques si on n'a pas eu la chance de pouvoir les mesurer. Alors, tout commence avec l'enthalpie libre de formation. Donc, on a la fonction de Gibbs. Ça, c'est la fonction qui va nous permettre de nous donner, de nous dire qu'est-ce qui va être à l'équilibre, qu'est-ce qui va être stable. Et cette fonction de Gibbs est donnée par delta G est égal de formation à une température T0 de référence, est égal à un delta F de formation à T0 moins T0 delta F de l'entropie de l'entropie à cette même température de référence. Alors, on a peut-être l'impression que c'est très compliqué, mais si on regarde de près, on sait que toute variation de l'enthalpie va être reliée avec la chaleur spécifique. Okay. Et si on veut regarder les variations d'entropie, cette entropie est aussi liée à la chaleur spécifique, puisque ds est égal à Cp sur T dt. Donc, si on veut recalculer à n'importe quelle température la fonction de Gibbs, on s'aperçoit qu'on a cette formule dans laquelle, en réalité, on n'a que deux inconnues. Une inconnue, c'est le Cp, et l'autre, c'est les enthalpies de formation. Donc, si on arrive à mesurer ces deux grandeurs, eh bien, on pourra recalculer toutes les entropies, tout ce qu'on veut, et on va pouvoir déterminer l'enthalpie libre de formation à n'importe quelle température. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? Par exemple, si on prend SiO2, et je vais essayer de comparer l'enthalpie libre des différents polymorphes de SiO2, et je vais la comparer avec la cristobalite, plus on est et ça c'est la variation en fonction de la température, plus on est négatif, plus on va être stable. Donc ici, on peut voir que le quartz est stable jusqu'à la transition quartz-cristobalite et que on va avoir ensuite la stabilité de la cristobalite et puis après, on va avoir le liquide. Alors, ce qui est très fort avec la thermodynamique, c'est qu'on peut même suivre des phases qui sont hors de leur situation d'équilibre, donc dans l'état métastable. Donc, on va pouvoir déterminer une chaleur spécifique du quartz au-delà de la transition cristobalite, parce que cette transition est extrêmement lente et donc on va pas l'observer en réalité. Et donc, on va pouvoir extrapoler on va pouvoir calculer la fonction d'enthalpie libre du quartz jusqu'au point de fusion avec le liquide. D'accord. Et donc, par exemple, on voit qu'on va pouvoir déterminer une température de fusion du quartz liquide d'une manière rigoureuse thermodynamique. Donc, on arrive à une première conclusion. Si vous avez affaire du verre, eh bien, est-ce qu'il faut mieux utiliser de la cristobalite ou du quartz? Eh bien, c'est clair, vu qu'on arrive à avoir le quartz dans son état métastable, il faut mieux utiliser le quartz, puisque la température, vous voyez, est beaucoup plus basse. Donc, on va arriver à tout fondre à une plus basse température.
Donc, j'espère que vous avez compris. G, c'est important. Et les deux valeurs qu'il faut mesurer, c'est le CP et l'enthalpie de formation. Alors, où est-ce que se cachent ces valeurs si on regarde les atomes? Alors, on va se dire qu'on est dans un solide, hein. Donc tous les atomes, ils n'ont pas le droit d'avoir des translations ou des rotations. Donc ils ont le droit qu'à une chose, c'est d'être attachés les uns avec les autres et avoir des petits ressorts entre eux, hein, comme ici. Donc l'enthalpie de formation, ça va être l'énergie de ce ressort, dans le ressort. D'accord? Et ensuite, on va voir le CPA, ça c'est des enthalpies de formation, hein. Force du ressort, ça c'est enthalpie de formation, hein. Et la fréquence d'oscillation des liaisons vont être liées avec la chaleur spécifique. Alors ça, on peut faire une approximation, l'approximation harmonique, hein, qui est ici représentée en vert, où on va avoir des états, et en réalité, il y a une quantification des états de vibration, et par cette quantification des états de vibration, il est ensuite capable, par la mécanique statistique, de faire le calcul, et ça, c'est un calcul qu'a fait Einstein, et il est tombé sur cette équation, c'est que la chaleur spécifique à volume constant va être égale à cette fonction où x est égal à h nu sur 4t. Alors, pourquoi est-ce qu'on est à volume constant? C'est parce qu'on est dans l'approximation harmonique. D'accord? Donc, vous voyez, ici, on est sur les traits verts. Donc, la position d'équilibre de la distance entre les deux masses M1 et M2 est constante. Donc, on est à volume constant. Dans la réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Hein, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'expansion thermique. Donc, on a ici, on n'est pas harmonique, on a en réalité une interaction qui suit cette courbe bleue, hein, et la position d'équilibre ici change en fonction de la température. On va élargir la distance entre M1 et M2. Donc, il faudra qu'on rajoute un petit terme correctif à notre CV, hein, pour avoir le CP, et vous voyez, ce terme est une fonction de la température et en particulier du coefficient d'expansion thermique. Alors, regardons un petit peu plus comment fonctionne la fonction d'Einstein, hein. Elle a cette forme-là, okay, et elle est pour un oscillateur. Donc, elle est de sa forme-là. Vous voyez là, elle est normalisée, hein, elle est normalisée par NK, en réalité, ça c'est R. Et donc, pour un oscillateur, elle va arriver à une valeur normale pour un oscillateur dans une direction qui va être R. Okay? Donc, si on considère qu'on va avoir N atomes, okay, qui vont bouger chacun dans 3 directions de l'espace, eh bien, on va avoir une valeur maximale hier qui va être 3NR. Et grâce à ça, eh bien, Einstein arrive à expliquer une observation qui avait été faite par Dulong et Peltier, c'est que le CV maximum est toujours égal à 3NR. Si je change la fréquence, ici, vous voyez vous voyez cet axe de température est renormalisé par la fréquence de l'oscillateur. Donc, si je change la fréquence, je vais étirer ou non cet axe. Alors, en réalité, on n'a pas qu'une seule vibration dans un solide, hein. On a une densité des états vibrationnels qui fait que les atomes vont vibrer à plein de fréquences différentes et on peut mesurer cette densité des états vibrationnels, par exemple par diffusion inélastique des neutrons, et ça c'est le spectre de SiO2, la densité des états vibrationnels de SiO2, et donc on va voir ici des pics, et vous voyez des pics qui vont correspondre ici à très basse fréquence, ce qu'on appelle le pic de boson. Ici, à moyenne fréquence, on va voir ce qu'on appelle des pics externes, qui vont être les bendings entre les tétraèdres SiO2. Et ici, on va voir des modes de stretching qui vont être les liaisons SiO. En fonction de la température, on va exciter certaines vibrations et pas d'autres. D'accord ? C'est un petit peu comme quand vous êtes dans une boîte de nuit. Les gens sympas
dès le début de la soirée, ils sont sur le dance floor et ils sont super contents. Donc ça, c'est les gens du pic de boson. Ils ont des fréquences extrêmement basses et tout de suite, dès 50 Kelvin, ils sont là, ils sont au top sur le dance floor. Okay. Et puis, alors, vous avez aussi là, les copains et les copines qui sont un petit peu frigides, enfin, je ne sais pas comment. Voilà, il leur faut vraiment beaucoup d'alcool et beaucoup de stimulation pour passer sur le dance floor. Et donc, ça, c'est les liaisons qui vont avoir lieu uniquement à haute fréquence et donc à très haute température, qui vont être simplement excités parce qu'il leur faut vraiment beaucoup d'énergie pour bouger. Par rapport à cette densité d'état, eh bien, on va pouvoir réutiliser notre fonction d'Einstein, qui était ce CV ici. On va multiplier par la densité d'état et on va intégrer sur l'ensemble en fonction de la température et on peut recalculer les chaleurs spécifiques à volume constant. Alors, une autre manière de voir les choses, c'est que ici, je vais considérer dans cette densité d'état, je vais simplement considérer 4 oscillateurs. Ces oscillateurs, du coup, ils vont avoir des fonctions d'Einstein qui vont être un petit peu déformées parce qu'ils sont à différentes fréquences. Vous voyez, ceux-là, ils sont tout de suite en superforme en fonction de la température qui est ici. Ici, c'est CV. Et là, ils ont chacun 1. Donc, on va additionner chacune de ces fréquences. Donc, ici, vous avez celui-là. À haute fréquence, eh bien, il met un peu plus de temps à décoller. Et donc, c'est simplement à plus haute température qui va arriver à la limite du long petit, à la saturation d'une valeur de 1 pour ce mode-là. Donc, je peux additionner tous ces modes et je vais avoir la chaleur spécifique totale, qui est ici ma courbe grise, qui va être ma chaleur spécifique totale. Bon, alors il faut que je fasse quand même attention, c'est toujours du CV. Donc, ça veut dire que sur cette courbe-là, il faudra quand même que je rajoute un petit terme qui va être lié avec alpha carré. Et vous voyez, c'est un terme en fonction de la température. Et donc, en gros, ce terme-là, il est négligeable jusqu'à 300 Kelvin. Okay. C'est au-delà de 300 Kelvin qu'on commence à avoir ce terme qui va devenir important et il faudra faire un peu attention. En revanche, vous voyez que le lien analytique est super compliqué. Donc, il va être difficile de trouver une équation. Si on reprend la fonction d'Einstein, qu'on fait la calcul, on n'a pas d'idée. Cette forme-là, la forme de la densité d'état vibrationnel, elle peut changer d'une manière énorme d'un composé à l'autre. Donc, ça va être difficile d'en avoir une équation et de pouvoir l'intégrer et d'avoir du coup une forme analytique du CP qui va être simple. Alors, les gens utilisent une forme qui est une forme empirique ici, avec plus ou moins plein de termes, et les gens choisissent d'annuler ou d'utiliser certains termes ou autres pour représenter leurs données qu'ils ont mesurées. Alors, comment est-ce qu'on va… ah oui, il y a quand même une chose qui est importante. Ici, vous voyez, le CP, à basse température, il donne une information sur les basses fréquences. Et à haute température, il donne une information sur les hautes fréquences. Donc, en gros, quand on fait l'intégrale de l'ensemble de la densité des états vibrationnels pour calculer et qu'on obtient le CP, eh bien, on a comme un filtre, on intègre toute l'information sur les mouvements possibles des atomes intérieurs de la matière. Et ça, c'était quelque chose qu'avait bien remarqué Einstein. Et Einstein avait dit, voilà, vous avez un composé, vous ne connaissez rien de ce composé, de ce phénomène, et il faut que vous ayez une information, vous avez le droit de faire une seule mesure. Et Einstein a dit, le mieux, mesurer les chaleurs spécifiques. Et ça, vous aurez le plus d'informations que vous pouvez à l'intérieur de cette donnée-là. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on les mesure? Le problème des propriétés thermiques, c'est qu'il va falloir contrôler la température et il va falloir contrôler les échanges thermiques. Okay? Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué parce que ça demande des gens qui sont extrêmement précautionneux et qui sont extrêmement patients. Parce que les échanges thermiques, ça prend toujours beaucoup de temps pour stabiliser, pour être sûr qu'on soit arrivé à la fin de la réaction, etc.
Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus beaucoup de monde qui fait ça parce que c'est vraiment trop loin de la génération TikTok où tout doit aller très vite. Il faut beaucoup de patience pour mesurer les chaleurs spécifiques. Et voilà. Donc, je vais vous montrer des appareils, hein, mais finalement, le nombre de personnes qui véritablement font de la thermodynamique a quand même énormément baissé ces dernières années. Alors, le plus simple, c'est d'avoir une enceinte adiabatique, c'est-à-dire qu'on va arriver à soustraire de l'ensemble de l'univers un endroit, hein, dans lequel tous les échanges thermiques vont être à l'équilibre, vont s'équilibrer, pas d'échange avec l'extérieur. Et on va avoir par exemple, on peut avoir un échantillon comme ça, on va avoir un thermomètre, on va avoir une résistance chauffante, et on va dire que la chaleur spécifique, c'est égale à la chaleur amenée et la variation de température, puisque cet échantillon va passer de la température T0 à la température T1. Et donc, la quantité de chaleur, dans ce cas-là, on peut la calculer par le courant qui sera passé dans la résistance, où on fait UI fois delta T, le temps dans lequel le courant est passé, on va avoir la chaleur totale. Ça, c'est un exemple. Alors, on peut faire ces mesures de calorimétrie adiabatique entre 4 Kelvin par exemple, et 350 Kelvin. On va mettre l'échantillon ici. À l'intérieur, on va mettre une résistance chauffante plus un thermomètre. Et puis, on va faire des petits paliers. Alors, on va attendre la stabilisation. Vous voyez, il y a 10 minutes. Et puis alors, vous allez commencer une autre expérience, tac, 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 qui va durer 5 minutes, et puis il faut attendre 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, et à chaque fois, on va mesurer le temps dans lequel on a mis le courant à l'intérieur du calorimètre, et on va mesurer le delta T, et on va pouvoir recalculer par petits incréments de température les chaleurs spécifiques. Avec ça, plus on fait des petits incréments, mieux c'est, pour avoir vraiment la courbure de la courbe des CP. Avec ça, on a des précisions sur les chaleurs spécifiques qui sont de l'ordre de 0,2%. Pour entre 50 et 350 K. Les chaleurs spécifiques sont mesurées avec une relativement bonne précision. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir on peut véritablement faire des données précises qui permettent vraiment de faire de la physique derrière. À haute température, en revanche, on a un problème, c'est qu'ici, vous voyez, il y a toute une série c'est tout en oignon, parce que quand on arrive à haute température, on commence à avoir des radiations. Et les radiations font que la chaleur va partir. Donc là, il y a toute une série d'enveloppes qui sont maintenues à la même température que le calorimètre, etc., pour assurer qu'il n'y ait pas de radiation. Alors là, vous voyez, c'est dans le vide, il y a une petite corde qui vient suspendre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne va plus faire à haute température. Alors, à haute température, on a d'autres techniques. Par exemple, on peut faire de la calorimétrie de chute. Ça, c'est mes anciens plaisirs de thèse. Donc, on a un four ici. On met son échantillon dans le four. Voilà, l'échantillon est là. On met un thermocouple ici et là pour être sûr de la température de l'échantillon. Et puis, on attend que tout soit ça. Et puis, on fait tomber, paf, ici, dans un calorimètre de Lavoisier, qui est constitué d'un mélange eau-glace, et on mesure la quantité de glace qui a fondu, et on transforme ça en enthalpie, une mesure d'enthalpie. Alors là, on fait une mesure en réalité de variation d'enthalpie, et on obtient les chaleurs spécifiques par dérivation de cette mesure d'enthalpie, et on arrive à des précisions à haute température de 0,5% sur la mesure des chaleurs spécifiques. Alors, il y a d'autres... ça, c'est pour les chaleurs spécifiques. Il y a d'autres appareils qui ont été développés, en particulier à Marseille. Vous en demanderez peut-être plus d'informations à Pierre plus tard, qui sont tous les calorimètres de type Tian-Calvé, dans lesquels on va avoir des thermocouples qui sont mis comme ça les uns à côté des autres et qui vont permettre d'intégrer le flux de chaleur. Donc, on va faire une mesure du flux de chaleur total qui sort ou qui rentre dans l'échantillon. Donc ça va être super parce qu'en particulier, on va pouvoir calculer on va pouvoir mesurer les enthalpies de formation ou de dissolution.
Okay. Par exemple, ici, vous pouvez mettre à l'intérieur de ces thermopiles, vous pouvez mettre votre petit échantillon. Ici, vous allez avoir un solvant qui peut être du HF, qui peut être du borate de plomb à haute température. Et vous allez mettre le composé à l'intérieur. Et donc, du coup, il va se dissoudre et vous mesurez l'énergie absorbée ou donnée par cette dissolution. Oula, il faut que je me dépêche. Il y a des mesures dynamiques, vous verrez ça avec Pierre. Okay. Alors, si on regarde dans le verre, il y a en revanche des anomalies. C'est que si on monte en température avec le verre, le CP va arriver jusqu'à un moment où on va avoir la fusion, on va passer par le liquide et on va redescendre dans le verre. Donc ici, vous montez, vous passez dans le liquide et vous redescendez dans le verre. Donc ça, je peux l'avoir par le CP et je peux recalculer les entropies. Si je recalcule les entropies, donc je pars de 0 Kelvin, je monte par le cristal, je fais la fusion, je redescends dans le liquide et j'arrive dans le verre, eh bien j'arrive à une entropie qui n'est plus égale à 0. Okay. Donc on va dissocier deux termes à l'entropie. On va avoir une entropie de vibration qui correspond au cristal et finalement à peu près au verre. Et on va avoir une entropie de configuration qui va correspondre au CP de configuration qui sont là. Si on regarde la différence entre le verre et le cristal, on va s'apercevoir qu'on a une anomalie à très très basse fréquence. Et cette anomalie à très basse fréquence, eh bien, on va pouvoir la relier au pic de boson qu'on peut observer, par exemple, en spectroscopie Raman. En revanche, ça va changer avec la température fictive, avec la vitesse de refroidissement du verre, et c'est vraiment lié à des organisations, du coup, à très basse température, ça va être lié à des organisations à très moyenne distance. Si je regarde la différence entre les verres et les cristaux, et si je fais la différence entre un verre et un cristal, eh bien, je m'aperçois que les différences sont quasiment nulles. Ici, pour les SiO2, avec les différents polymorphes de SiO2, j'ai une différence qui est quasiment nulle. Ça veut dire que les chaleurs spécifiques sont vraiment liées avec l'organisation à courte distance. Okay, la coordinance, les stretching, les bandings. Donc, en réalité, si je regarde les polymorphes de SiO2, vous voyez que les entropies sont à peu près égales, alors que les volumes changent énormément. Donc, ce qui va être important, c'est de connaître pour chaque élément la coordinance. Et si on a les bonnes coordinances, eh bien, on peut extrapoler extrêmement facilement les valeurs de chaleur spécifique d'un cristal au verre. Et donc, c'est la manière de les estimer. Okay? Si vous ne connaissez pas les valeurs, eh bien, vous pouvez toujours prendre les valeurs d'un cristal qui a les mêmes coordinances que dans votre verre. Alors, vous pouvez aussi prendre plein de verres différents et puis vous pouvez vous dire, par rapport à cette collection de verres où j'ai des CP très différents, je peux essayer d'avoir un modèle additif. Okay. Et donc, on s'aperçoit qu'on arrive à faire des modèles additifs extrêmement simples sur les entropies. Et puis, on peut aussi les faire sur les CP. Okay. Et si on regarde sur les CP, si on regarde les écarts entre un modèle additif et la valeur, vous voyez que tout est vrai jusqu'à peu près 50 Kelvin. Okay. Donc, ça veut dire qu'ici, on est sur les vibrations. Qui sont les vibrations de l'ordre à courte distance? Et on va avoir un effet sur les chaleurs spécifiques uniquement dans la zone qui est la zone des plus basses fréquences, où on va avoir les évolutions à moyenne distance. Alors, les enthalpies, elles ne sont pas toujours, c'est un petit peu plus compliqué, elles ne sont pas toujours complètement linéaires. Donc ça, on va avoir des termes de mélange qui vont se rajouter dû à ça. Un dernier chose qui va être important pour les verres, c'est que le verre, comme vous le savez, il dépend de sa vitesse de refroidissement. Et ça a un effet, vous verrez, Pierre va vous expliquer un petit peu mieux qu'est-ce que sont que les températures fictives et autres. Eh bien, c'est significatif comme effet sur les valeurs. Alors, pas sur la valeur de CP elle-même, puisqu'on a vu que les CP ne changent pas, en gros, entre 50 et 350 Kelvin n'est pas affecté par cette vitesse de refroidissement, mais à la fin, quand même, ça va avoir un effet à l'intérieur de la transition vitreuse. Et par exemple, sur du verre, si on le refroidit entre 1 degré par minute ou 100 degrés par minute, on va avoir une variation des enthalpies qui va être de 7% ou de entropies qui va être de 20%, des entropies résiduelles à zéro qui vont être de 20%. Alors, j'espère que vous avez vu
Hein. Les propriétés thermiques, ce n'est pas très compliqué. Hein. Il suffit de connaître les CP et les enthalpies de formation et on connaît tout le reste. Donc, mesurer le CP, c'est la chose la plus importante. Après, ce n'est pas très compliqué, c'est simplement additif. Si vous avez des termes de référence qui ont une structure à courte distance qui sont la même que votre verre, eh bien, vous pouvez utiliser directement le CP, vous ne ferez pas une grosse erreur. Hein. Donc, bon, alors vous allez voir, le verre, la transition vitreuse, c'est un peu plus compliqué, mais ça, je laisse ça pour Pierre. Ok, donc je vais prendre la main, donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vais vous parler dans la suite, dans la continuité de l'exposé de Dominique. Moi, ça va être beaucoup plus focalisé sur la mesure de température fictive par DSC. Donc, j'espère être aussi, je ne serai peut-être pas aussi pédagogique que Dominique, mais donc je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, quelque chose qu'il faut dire, c'est que dans un verre, contrairement à ce qu'on observe pour des phases d'équilibre comme les cristaux ou les liquides, à composition fixée, ben, l'état, et donc en particulier les fonctions thermodynamiques, ne dépendent pas seulement des variables intensives contrôlées par l'expérimentateur, que sont la température et la pression, mais il va falloir rajouter une variable thermodynamique supplémentaire, donc on appelle ça une variable interne. Et donc, cette variable elle a pour fonction de représenter l'état du verre. Alors, est-ce qu'il en faut une, est-ce qu'il en faut plusieurs? C'est un problème ouvert. Et quelle variable il faut choisir? C'est aussi un problème ouvert. Dans la suite, on supposera de l'exposé que l'état du verre peut être décrit par une seule variable, mais c'est évidemment une simplification. Alors, dans le choix de ces variables internes, bon, là, j'ai listé quelques idées physiques qu'on trouve dans la littérature. Sous le terme popularisé par exemple par Gutzhoff et Schmelzer de termes de paramètres d'ordre structurel xi. Mais qu'est-ce que ça représente physiquement? Ça peut être, suivant les modèles, des nombres de trous, de lacunes dans un liquide. Ça peut être un certain nombre de particules dans un état d'énergie plus élevé. C'est ce qu'on appelle les modèles à 2 ou à plusieurs états. Ça peut être, on peut simuler l'état du verre par un nombre de liaisons rompues ou fléchies de différents types. Ça, c'est plutôt les théories de type configurant de Angel et Odjovan. Ça peut être, bon, surtout dans des systèmes métalliques, des nombres de défauts auto-interstitiels. Ça peut être des nombres de sites avec des géométries de coordination particulières. Bon, il y a tout un tas d'idées physiques. Ce qui est important, c'est que sa variable interne, sa valeur va être cinétiquement gelée lors de la transition vitreuse. Alors, une variable interne particulière qui a eu beaucoup de succès, c'est l'idée de température fictive. On a vu, donc Dominique vous a convaincu que ça avait un assez grand intérêt pratique. Ça permet de quantifier assez facilement les différences de grandeur thermo entre des verres refroidis dans des conditions différentes, à plus ou moins grande vitesse de refroidissement. Alors, une définition concise que j'ai empruntée à Goldstein, en fait, c'est la température à laquelle l'état de configuration du verre correspondrait à un état d'équilibre d'un liquide. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'un verre, si on chauffe un verre à cette température fictive, ben, il va être à l'équilibre thermo. Voilà. Donc, je vais commencer par quelques rappels sur la mesure de capacité thermique en DSC, puisque ces températures fictives vont être déterminées à partir de courbes DSC en fonction de la température. Okay. Donc, alors, le principe de la mesure de CP en DSC, c'est une méthode classique en 3 étapes. Alors, pourquoi? Parce que un DSC, c'est un appareil qui n'est jamais parfaitement symétrique, même si c'est un calorimètre différentiel. Donc, généralement, il va falloir une première manipulation à blanc, qu'on appelle zero line dans la littérature anglo-saxonne, qui permet d'estimer la dissymétrie thermique de l'appareil. Ensuite, il faut étalonner ce DSC. Donc, en particulier, si vous avez un DSC à mesure de flux de chaleur, le flux-mètre délivre une tension. Donc, il faut convertir ça en puissance thermique en watts. Donc, il faut une étape d'étalonnage. Et enfin, il faut passer l'échantillon. Donc, finalement, on a 3 étapes. Donc, dans votre calorimètre différentiel, dans la cellule de référence, vous maintenez toujours un creuset vide, ici. Et puis, dans la cellule laboratoire, vous aurez, lors de la première manip à blanc, un creuset vide. Ensuite, un creuset qui contient le matériau étalon lors de la 2e étape. Et enfin, l'échantillon dans la 3e étape. Alors, il faut préciser aussi que les creusets doivent être absolument identiques. Alors, même nature chimique, même géométrie, donc ça, c'est généralement assez bien vérifié.
Hein, il viendra à l'idée de personne d'utiliser un creuset en alumine d'un côté et un creuset en platine de l'autre. Mais ce qui est important aussi, c'est de garantir que les masses sont les plus proches possibles des deux côtés du DSC, donc de bien peser les creusets, de les choisir en fonction des masses et éventuellement de les réusiner pour avoir des écarts de masse qui soient négligeables par rapport aux différences de capacité thermique qu'ils induiront sur la mesure. Alors, on peut mesurer le CP en DSC par plusieurs méthodes. Il y a des méthodes des méthodes périodiques où on va en faire des oscillations de température. Il y a des méthodes étagées. Là, je parlerai de la méthode qui est la plus populaire dans le domaine des verres, c'est la méthode continue. Donc, ça consiste à faire un programme de température qui est en bas, que vous voyez ici sur la partie basse de la diapositive. Donc, il y a un palier isotherme, une montée linéaire en température, suivie d'un second palier isotherme de stabilisation. Et donc, vous enregistrez les flux thermiques lors des 3 manips. Donc, la manip à blanc avec les 2 creusets vides ici, c'est cette courbe-là. Ensuite, la manip d'étalonnage, donc c'est la courbe 2 ici. Et ensuite, la manip avec l'échantillon, c'est la courbe 3. Et finalement, vous allez pouvoir déterminer le CP de votre échantillon à partir des différences de flux de chaleur. Donc, vous faites les différences entre représenté par la flèche verte ici, qui représente le différence de flux de chaleur enregistré lors de la manip échantillon par rapport à la manip à blanc. C'est ce qui va apparaître ici au dénominateur. Et ici, au numérateur, vous voyez que vous avez la valeur, la flèche rouge. Ici, c'est la différence de flux échantillon moins flux de la manip à blanc. Donc, vous multipliez ça par le rapport des masses d'échantillon et de masse de référence. Et connaissant la capacité thermique de votre matériau étalon, vous avez la valeur de la capacité thermique de l'échantillon. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder avec ces mesures de flux de chaleur lors de 3 manips successives. Alors, dans cette formule que j'ai encadrée ici, il apparaît un terme qui est le coefficient d'étalonnage ici, qu'on appelle dans la nomenclature de DSC préconisée par l'Association allemande de calorimétrie CAFI, donc le coefficient d'étalonnage en flux de chaleur, dont la formule est donnée ici, mais qui est reliée à la différence de flux qui est représentée par la flèche verte ici. Donc, ce coefficient d'échange, ce coefficient d'étalonnage a une importance particulière, évidemment, on le détermine et, pour quantifier nos flux de chaleur. Et qu'est-ce qu'on utilise comme matériau étalon? Vous le savez probablement. À température supérieure à l'ambiante, le matériau le plus utilisé, c'est l'alumine monocristalline, généralement sous forme monocristalline parce qu'il y a un matériau certifié qui est fourni par le National Bureau of Standards, maintenant devenu le National Institute of Standards des États-Unis. Donc, l'avantage de ce matériau, l'alumine, c'est qu'il est très stable, il ne réagit pas avec la plupart des creusets. Hein. Et puis, surtout, on a des expressions, sa capacité thermique est très bien connue, on a des expressions analytiques polynomiales fiables en fonction de la température. Et puis aussi, autre avantage, il n'a pas de transition de phase à l'état solide, donc il a une évolution assez lisse, avec la température assez simple. Alors, par rapport à ce coefficient d'étalonnage, ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est l'inverse de ce coefficient, ce qu'on appelle le coefficient de sensibilité de votre calorimètre. Donc ça, si on trace ça en fonction de la température, pour différents types de DSC, c'est ce qu'a fait un collègue de l'Université de Sibérie, la Drebouchak, pour différents DSC, un DSC 111, un DSC 204, un DSC 30 de différents fabricants, on voit que c'est des courbes qui passent par un maximum et qui décroissent à haute température. Dominique l'a déjà évoqué, mais c'est sous l'effet du rayonnement, la sensibilité de vos flux-mètres a tendance à se dégrader à haute température parce qu'il y a une partie des fuites thermiques qui vous échappent et que vous ne détectez pas. Donc, il faut être conscient que la sensibilité d'un DSC, elle est maximum dans une certaine zone et elle est plus basse en dessous et au-dessus de cette zone. Alors, la conséquence de ça, c'est que quand vous faites des mesures de CP en DSC, vous obtenez généralement des courbes qui plongent comme ça. Donc, on voit ici, bon là, c'est un exemple que j'ai pris dans un bouquin d'analyse thermique de Speyer sur un verre ici pour des applications laser. Là. Et on voit que donc il y a les 3 runs, 1, la manip à blanc, 2, l'étalonnage et 3, l'échantillon. Et on voit en particulier sur les courbes échantillon et la courbe de l'étalon que les courbes de CP plongent. Alors, ça ne veut pas dire que le CP diminue. Hein. Ça, c'est que les courbes ne sont pas quantifiées en énergie. Mais si vous corrigez ça par le CP vrai de l'alumine, vous obtenez la courbe représentée par les symboles en étoiles ici. Et vous voyez que là, cette fois-ci, vous avez un CP qui augmente et puis un CP à peu près constant dans le liquide ici. Donc ça veut dire, j'insiste par là sur l'importance de quantifier la courbe de CP en énergie pour avoir une allure réaliste et non pas
ces courbes-là, où le CP de l'alumine est bien connu qu'à 800 degrés, il n'est pas en train de diminuer. Voilà, donc après avoir ce petit rappel sur les mesures de CP, je vais passer maintenant à la mesure de la température fictive elle-même. Alors, en fait, si vous regardez la littérature, bon là j'ai pris un article de Angel de 2002, il y a beaucoup de méthodes qui sont purement graphiques. Alors, on en trouve différentes températures caractéristiques. Il y en a un très grand nombre, voire une zoologie. Alors, la plus populaire, c'est ce qu'on appelle l'extrapolated onset, c'est-à-dire on fait ici une extrapolation linéaire de cette partie, on regarde l'intersection. Il y a aussi une température qu'on appelle midpoint, c'est-à-dire on prend la moitié du saut de CP à la transition vitreuse ici. On peut s'intéresser au point d'inflexion. Bon, il y a encore d'autres températures ici. On peut s'intéresser aux températures caractéristiques au chauffage ou bien au refroidissement. Alors, c'est des méthodes qui sont faciles à utiliser par rapport à la courbe, mais qui peuvent donner des résultats un petit peu paradoxaux dans certains cas. Voilà, un autre exemple, ça c'est un livre d'analyse thermique français, là, le livre de DSC de Claudie, qui montre différentes températures qui sont un peu les mêmes que sur le graphique d'Angel ici. Je ne vais pas plus détailler que ça. Simplement, l'inconvénient a été illustré notamment dans le livre d'analyse thermique de Hahn et Heminger sur la DSC. Pour deux verres, ici, un verre cuit 70 heures à 68 degrés, un verre trempé. Alors, il s'intéresse à deux températures caractéristiques particulières, donc ce qu'on appelle le Lancet extrapolé. Donc, ici, on prend la partie linéaire de la montée ici. Ici, la partie, on fait une extrapolation linéaire dans le domaine du verre, on détermine cette température ici, le TGE. Et puis, on peut s'intéresser aussi à la température TG1,5. Et auquel cas, entre le liquide et le verre, le TG1,5, à peu près la moitié de ce saut de CP, il est ici. Donc, on voit 89 degrés, 87 degrés. Alors, si on fait ça sur un verre trempé, on a obtenu cette courbe-là et on obtient 81 et 85 degrés. Donc, vous voyez un résultat un petit peu paradoxal, que la température du verre fictif du verre cuit est supérieure à celle du verre trempé. Et en plus, deuxième inconvénient, vous voyez que TGE et TG1,5 réagissent très différemment à l'histoire thermique, puisque lorsqu'on passe du verre trempé au verre cuit, TGE change significativement de 82 à 89, alors que TG1,5, finalement, ce n'est pas très sensible. On voit que ça bouge que de 85 à 87. Alors, donc, ces méthodes graphiques ne sont donc pas très convaincantes. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Donc là, pour déterminer cette TG ou cette température fictive, alors l'idée, c'est de se baser sur une définition plus thermodynamique de la température de transition et en particulier d'utiliser comme définition la TG, ça va être la température pour laquelle, si on fait une extrapolation ici, ça c'est les courbes enthalpie en fonction de la température du liquide surfondu, ici, du liquide, enfin dans sa partie stable, ici du liquide surfondu, ici la partie vert, et donc ces deux extrapolations linéaires vont se croiser ici, une température pour laquelle on aurait l'enthalpie du liquide est égale à celle du verre, à cette fameuse température fictive. Donc voilà l'idée. Concrètement, les gens imaginaient plusieurs méthodologies pour faire ça. Alors, il y a un article qui n'est pas souvent cité, qui est l'article de Richardson et Saville. Bon, moi, j'aime bien le citer parce qu'il est antérieur à celui de Moignan. Donc, il est de 75. Alors, eux, ils proposent de faire ça de manière que je vais vous expliquer ici. Donc, on commence par prendre le CP du verre, le CP du liquide, pardon, au-dessus de la température de transition vitreuse, et on fait une régression linéaire. Ensuite, on fait la même chose ici pour le CP du verre. On obtient une régression linéaire avec des coefficients petit a petit b. Alors, si on s'intéresse cette fois-ci à l'enthalpie, c'est l'intégrale du CP dt. Dominique vous l'a expliqué. Donc, on obtient des expressions quadratiques pour l'enthalpie du liquide et l'enthalpie du verre, mais qu'il faut intervenir des constants d'intégration Q et P ici. Alors, si on veut l'égalité de ces deux enthalpies ATG, on tombe sur une équation du second degré qui n'est pas difficile à résoudre, à ceci près qu'on ne connaît pas les constantes d'intégration Q et P. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on ne connaît pas Q et P individuellement, donc Q et P ici sont nos deux inconnus, en fait, ce n'est pas très gênant parce que l'air assuré ici, donc il y a une grandeur expérimentale qu'on peut mesurer par intégration numérique sous la courbe, entre les températures ici T1 et T2, une prise dans le verre ici T1 et l'autre prise dans le liquide. On peut calculer ça par intégration numérique. Et ça, c'est la différence d'enthalpie entre le liquide AT2 et le verre AT1.
Et donc, ça fait intervenir la différence Q-P. Donc, finalement, on mesure cette aire assurée, on connaît les coefficients de la régression, des deux régressions linéaires, T1 et T2. Donc, finalement, on détermine Q-P. Une fois qu'on a Q-P, on résout l'équation du second degré et une des racines, c'est la température fictive. Voilà. Donc, ça, c'est la méthode de Richardson et Saville. Je vais pas passer à la diapositive suivante. Voilà. Alors ensuite, en 1976, il y a la méthode de Moignan qui est la plus largement utilisée. Cette fois-ci, c'est une méthode d'égalité des aires. Alors le principe, c'est qu'on a une aire 1 qui est assurée ici horizontalement. On a ici une aire 2 qui est assurée verticalement. Alors l'aire 2, on peut la calculer assez facilement, puisqu'on se fixe un T1 dans le verre et un T2 dans le liquide. On fait une extrapolation linéaire du CP du verre, linéaire ou d'une forme plus compliquée, mais généralement linéaire suffit. Et on calcule l'R2 par intégration numérique. Par contre, l'R1, sa borne inférieure, c'est la température fictive qu'on cherche. Et donc, on va faire varier TG ici, jusqu'à temps qu'on obtienne l'R1 égale à l'R2. Et quand on a obtenu cette égalité des aires, on a trouvé la valeur de la borne, c'est la température fictive. Donc, voilà le principe de la construction. Alors, donc, il s'agit de faire varier TG pour calculer une fois qu'on calcule d'abord l'intégrale 2, après on calcule l'intégrale 1 en faisant varier la borne jusqu'à trouver la bonne valeur. Alors, pourquoi ça marche? Si on détaille ces deux intégrales, en fait, on peut donc distribuer le signe somme ici. On fait apparaître les enthalpies du liquide et du verre, liquide T2 moins liquide ATG, verre à T2 moins verre à TG, liquide à T2 moins verre à T1, verre à T2 moins verre à T1. Et si je regarde bien cette équation, ces deux termes se simplifient, c'est de là aussi, c'est de là aussi. Et finalement, on voit que cette égalité des aires revient à le liquide ATG égale le verre ATG. Donc, la construction graphique de Moignan remplit notre condition thermodynamique, évidemment. Alors, pour illustrer ça, je suis reparti de l'article original. J'ai digitalisé les points de Moignan, là. Et puis, donc, j'ai fait le calcul avec un petit programme Python. Et donc, ici, quand on fitte le verre, on peut se dire, il y a peut-être une courbure, donc on peut essayer de fitter par une équation de type Mayer-Cayley. Mais en fait, on s'aperçoit assez vite que l'incertitude sur le coefficient ici est trop importante. Donc, il n'y a pas besoin de termes non linéaires. La linéarité suffit. Et donc, dans ce cas-là, on fait une régression linéaire dans le domaine du verre et du liquide. Et puis, on fait l'égalité des aires. Alors, les deux méthodes donnent évidemment le même résultat. Là, ici, avec un critère d'égalité des aires qui était à 0,01%. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est que la température fictive pour ce verre qui est chauffé à 10 Kelvin par minute dans le DSC, après un refroidissement à moins de 10 Kelvin par minute. Donc, c'est même vitesse au chauffage et refroidissement. Et si on compare à l'extrapolated onset, ici, la construction la plus fréquemment utilisée, on voit que c'est à peu près la même valeur à moins d'un degré près. Donc, dans ce cas-là, en fait, on aurait pu se dispenser de la construction presque de Moignan. Par contre, il y a des cas plus compliqués. Ici, si on prend un verre qui, cette fois-ci, a été refroidi à 80 Kelvin par minute, toujours dans l'article de Moignan, c'est une autre figure du même article, et on le réchauffe à 10 Kelvin, on voit qu'ici, il y a une relaxation qui commence à cet endroit-là avec une contribution exothermique ici. Et dans ce cas-là, si on applique la méthode de Richardson et Saville ou Moignan, on trouve 570 Kelvin, alors que si on fait une construction simple graphique d'onset extrapolé, on voit qu'on est à 560. Donc, on voit là qu'il est justifié d'appliquer la méthode de Moignan et que si on fait une construction d'onset extrapolé, on sous-estime de 10 degrés la température fictive. Alors, donc, c'est une première étape. Maintenant, on se pose le problème du cas où, pour qu'on puisse appliquer cette méthode de Moignan, il faut que la vitesse de chauffage en DSC soit en gros du même ordre de grandeur que la vitesse de refroidissement utilisée pour vitrifier l'échantillon. Alors, le problème, c'est si on a des verres hypertrempés, pour lesquels, par exemple, on a des vitesses de refroidissement typiques de l'ordre du million de Kelvin par seconde, comparé aux 10-20 Kelvin par minute en DSC classique, là, on se retrouve face à une difficulté d'extrapolation du verre dans le domaine liquide et donc une grosse incertitude. Alors là, il y a une méthode qui a été proposée par Yu et ensuite corrigée dans un article ultérieur. Donc, c'est Guo et collaborateurs, mais Yu figure aussi dans les auteurs.
Donc, l'idée, c'est de faire une méthode de type run-rerun, c'est-à-dire en bon français, on fait 2 excursions de température consécutives. Alors, c'est une méthode qui est revendiquée comme étant générale, applicable à tous les verres obtenus en conditions isobars, avec un résultat indépendant des effets cinétiques se produisant lors du chauffage du verre dans le DSC, et qui ne nécessite pas de connaître l'histoire thermique du verre antérieure à la mesure elle-même. Donc, le principe, c'est qu'on va comparer les courbes obtenues lors de 2 scans au chauffage, hein, CP1 et CP2. Donc, on voit, on a 2 courbes, ici CP2 en haut et CP1 ici. Bon, évidemment, entre-temps, on aura refroidi à une certaine vitesse de refroidissement typique en DSC. On n'a pas de contrainte particulière sur la vitesse de chauffage. Alors, la première étape, c'est une méthode en trois étapes. La première étape, ça consiste à déterminer la température fictive du verre régénéré. Donc, le verre régénéré, on a fait un premier run ici sur le verre hyper trempé, et on l'a refroidi dans le DSC, donc il a été solidifié, mettons, à 10 Kelvin par minute. On va le réchauffer une deuxième fois et on obtient une courbe sur laquelle on peut appliquer la méthode de Moisny-Yang, puisqu'il va être réchauffé à une vitesse similaire à celle à laquelle il a été refroidi. Donc, on va calculer sa température fictive TF2 par la méthode de Moisny-Yang. Deuxième étape, on va calculer l'air par intégration numérique entre les 2 runs DSC. Donc, de cette manière, l'air, c'est l'intégrale de delta Cp dt. Donc, c'est la différence d'enthalpie entre le verre 1, le verre initial et le verre régénéré. Et enfin, la troisième étape, ça consiste à déterminer la température fictive du verre trempé par une égalité des airs. Donc, en fait, ici, on va calculer cet air bleu ici. Et pour calculer cet air bleu, on a une inconnue qui est la température fictive 1 du verre initial. Et donc, on va faire varier cette borne dans l'intégrale ici, qui est à gauche, jusqu'à obtenir la même valeur que l'air qui est assuré en noir ici. Donc, en faisant ça, on arrive à déterminer la température fictive du verre initial. Et on voit sur ce graphique, elle est supérieure. En fait, elle se produit dans le domaine de température, hein, où elle est supérieure ici à la partie dans laquelle on a l'hystérèse de capacité thermique. Voilà, je crois que j'ai terminé. Voilà, donc les conclusions. Le message que je voulais faire passer, c'était donc il est important déjà de quantifier les courbes de Cp de T par étalonnage DSC avec de l'alumine. Si on a une vitesse de chauffage en DSC qui est à peu près égale à la vitesse de refroidissement, alors généralement une construction de type Extrapolated Onset suffit pour déterminer TG. Si on a une vitesse de chauffage en DSC qui est différente, mais quand même qui reste du même ordre de grandeur que la vitesse de refroidissement du verre, on peut appliquer la méthode de Moisny-Yang ou de Richardson et Saville. Si par contre on a des vitesses de chauffage en DSC qui sont considérablement différentes de la vitesse de refroidissement du liquide, alors à ce moment-là, il faut appliquer des méthodes run-rerun de Yu et Guo. Et si on compare ça alors aux préconisations de Mazurine, donc lui, il a fait un article dans lequel il s'intéresse à des problèmes de compatibilité des valeurs de transition vitreuse publiés dans la littérature mondiale. Donc ça, c'était un article de 2007. Donc, il s'est aperçu qu'il y avait 99% des articles publiés, le TG est déterminé par ATD, DSC ou dilatométrie. Et donc, ce qu'il préconise, c'est que si on a des mesures de dilato, donc par exemple, on mesure l'allongement relatif en fonction de la température, il préconise de repérer le TG par une construction linéaire de ce type. On voit que ça, c'est similaire à une courbe d'enthalpie, donc ça correspond bien au principe de la définition thermodynamique de la transition vitreuse. Et puis, si on a une courbe de cette forme, c'est-à-dire un coefficient de dilatation, la dérivée d'un allongement ou une courbe de CP, à ce moment-là, il préconise l'extrapolated onset. On a vu que ça, ce n'était pas toujours vérifié, mais ce qu'il préconise en plus, c'est d'appliquer une vitesse de refroidissement du liquide qui soit égale à la vitesse appliquée lors du chauffage ultérieur. Donc, dans ce cas-là, évidemment, ça va donner la même chose que la méthode de Moisny-Yang. Donc, finalement, ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant ne contredit pas frontalement les préconisations de Mazurine. Voilà. Voilà, j'en ai fini pour mon exposé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Pierre et merci beaucoup Dominique pour vos exposés bien complémentaires. Alors, je ne vois pas dans le chat de questions. Alors, je ne sais pas si... il nous reste un petit moment pour discuter. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y a une question, je crois, de Jérôme qui dit, quand Pierre parle d'un DSC, il parle d'un calorimètre dans lequel est faite la mesure DSC. En fait, oui. Oui, quand je parle d'un DSC,
C'est, disons, la différence entre une ATD quantitative et une DSC, c'est un peu flou, mais généralement, un DSC, c'est un calorimètre à balayage de température, donc qui est basé sur une mesure de flux de chaleur, ou alors il y a aussi des calorimètres qui sont à compensation de puissance. Mais en tout cas, ce qu'il faut que ça assure à minima, c'est que vu qu'on va devoir utiliser trois étapes successives, qu'on va devoir remplacer les échantillons, il faut qu'il y ait une certaine reproductibilité des flux de chaleur lorsqu'on remplace un creuset par un autre. Ce qui n'est pas toujours le cas dans un appareil ATD simple, par exemple. Voilà. Donc, c'est ça que j'appelle un DSC. Alors après, il y a tout un tas de géométries possibles de capteurs avec plus ou moins de thermocoupes, des géométries bidimensionnelles, tridimensionnelles. Voilà, donc bon, suivant les fabricants, il y a énormément de concepts. Ça pourrait faire l'objet d'un exposé en soi, mais voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci. Alors, il y a une autre question. Y a-t-il un consensus sur la définition d'un paramètre d'ordre? Alors, à ma connaissance, non. Moi, je me suis intéressé à plusieurs types de modèles sur les aspects modélisation. Donc, par exemple, tout le groupe de Schmelzer, Gudzoff, Moller, Petrov, etc., eux, ils utilisent beaucoup des modèles de type lacune sur réseau, mais ça donne une modélisation semi-quantitative, disons, de la thermodynamique de la transition vitreuse. Et la comparaison avec les résultats expérimentaux, elle est toujours très qualitative dans leurs articles. Moi, j'ai fait un article en essayant d'être plus quantitatif, en me focalisant sur l'oxyde de bore, et j'avais adopté, en m'inspirant de la philosophie qui est adoptée dans la communauté CALFAD, d'un modèle à 2 états pour le liquide. Donc, c'est un type de modèle où on considère que dans le liquide, il y a 2 types d'entités structurales, des atomes ou des molécules, enfin des entités structurales de type solid-like, d'autres liquid-like, dont la fraction varie avec la température. Et puis, de coupler ça avec une loi de relaxation de type Adam-Gibbs logarithmique. Et ça permet de manière quantitative, sur l'oxyde de bore, ça ne marchait pas trop mal. Mais après, il existe plein d'autres modèles et plein d'autres approches, notamment la théorie des configurants de Angel et Rao. Au lieu de travailler sur les molécules elles-mêmes, ils travaillent sur les liaisons coupées. Donc ça a été popularisé aussi par O'Giovan qui utilise ça. Il y a Granato qui, lui, dans les systèmes, je crois, métalliques, il utilise des défauts type interstitiel. Bon, à ma connaissance, il n'y a pas… Et aussi, autre question importante, où là aussi, il y a conflit, enfin, pas de consensus, c'est le nombre de paramètres d'ordre qu'il faudrait. Dans de nombreux vers, le rapport de fait Prigogine est supérieur à 1, donc ça indiquerait à penser qu'il faudrait au moins 2 paramètres d'ordre. Donc, il y a des modèles aussi à plusieurs paramètres. Voilà. Alors, il y a plein d'autres questions du coup. Donc, quelle est la sensibilité des CP à la vitesse de trempe pour les modèles sans cinétique? Quelle est la sensibilité des CP à la vitesse de trempe? Alors, a priori, alors Dominique l'a déjà évoqué, souvent ce qu'on voit quand on refroidit des verres à différentes vitesses, enfin si on s'intéresse aux courbes de CP, on voit l'hystérèse dans le domaine de transition vitreuse, mais qu'en dessous de la température de transition vitreuse, finalement, tous les verres tendent à converger vers la même courbe de CP. Alors, en première approximation, c'est assez vrai. Quand on regarde plus finement en détail, il y a un article de Johari en 2020 qui dit que, en fait, c'est une approximation qui peut conduire à des sous-estimations quand même relativement importantes de l'enthalpie, de la différence d'enthalpie entre des verres refroidis à des vitesses différentes, et que donc, si on veut vraiment avoir une idée de cette différence, il faudra avoir la courbe de CP depuis 0K, enfin, ou depuis des très basses températures, pour estimer ça. Donc, je dirais en première approximation, ce n'est pas trop sensible. Si on regarde plus finement, la vitesse de refroidissement joue probablement aussi sur le CP. Il y a des résultats expérimentaux, notamment sur ça a été montré sur le sélénium, l'orthoterphényle et aussi sur des verres polymères. Alors, je rajouterais qu'il y a une vraie différence entre 0 et 50 Kelvin, ça c'est sûr. Voilà, très forte différence entre la vitesse de refroidissement à très basse. Notre question sur la méthode par palier, est-ce qu'elle est plus précise que la méthode continue?
Alors, ma conviction, c'est que oui. Maintenant, la difficulté pour la transition vitreuse, c'est que généralement, quand on veut étudier dans les verres, les gens s'intéressent à la transition vitreuse. Et donc, si on se met à faire des steps pour la méthode continue, en fait, on recuit le verre avant de l'analyser. Donc, on va compliquer l'histoire thermique du verre si on fait du step. Mais dans l'absolu, moi, je reste un adepte. Enfin, quand on veut déterminer le CP, par exemple, sur les phases cristallines, moi, je fais toujours de la méthode étagée. Alors, bon, je pourrais détailler pourquoi, mais là, je n'ai pas trop eu le temps de creuser ces aspects. Le principal problème de la méthode continue, c'est que vous faites un palier isotherme. Si j'ai juste 2 minutes, je peux vous montrer 2 autres transparents. Il y a d'autres questions, Pierre? Ouais, bon, alors je laisse tomber. Ouais. Sur cette question, je pourrais dire qu'il y a pas mal de gens qui maintenant se mettent à faire de la DSC modulée. Donc, le palier, le problème, c'est qu'on perd sur la relaxation, on ne sait plus où on en est. Voilà, et donc, il y a des personnes qui font des oscillations de température comme ça. Et donc, on va pouvoir déterminer 2 termes, le terme imaginaire et le terme réel, pour déterminer ce qui est lié à la relaxation et lié à la chaleur spécifique elle-même, vibrationnelle. En lien, peut-être, on demande de préciser le lien entre la température fictive et la température de transition vitreuse. Ouais. Alors, pour moi, c'est la même chose maintenant. Si la question, c'est quand on détermine un TG en visco et un TG en DSC, est-ce que c'est le même? Le fameux 10 puissance 13, là, bon, là, j'avais regardé. En fait, ça marche pas mal, mais pas toujours. Bon, là aussi, il faudrait plus de temps pour. Il y a des gens qui ont essayé de quantifier ça. Ils sont aperçus que des fois, c'est plus 10 puissance 12, des fois plus 10 puissance 14, etc. Donc, là aussi, je pourrais montrer des transparents, mais je crois qu'on n'aura pas le temps. Alors, oui, alors, moi, je crois que les usages sur TFTG, parce que je pense que c'est un. Je vais montrer quelque chose. Oui, le TFTG, c'est des notions qui sont compliquées. Alors moi, et qui sont très utilisées différemment dans la littérature. Moi, j'ai tendance à dire TG, on va le définir avec une vitesse de refroidissement et une vitesse de chauffe bien précise. Donc, ce que Pierre a montré, refroidi à 10 degrés par minute, chauffé à 10 degrés par minute en DSC, chauffé à 5 degrés par minute en dilatométrie. Peut-être que ça marche relativement bien avec la viscosité de 12, mais donner la température fictive véritablement le sens de la relation du paramètre d'ordre, donc avec quelle a été l'histoire thermique. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, voilà, TG, c'est pour une vitesse de refroidissement à 10 degrés par minute, et TF, c'est change en fonction de la préparation de l'échantillon. D'accord. Ouais. Okay. Oui. TG, c'est une définition, disons, conventionnelle dans certaines conditions bien normalisées, quoi. Une dernière question. Pourquoi l'oscillateur harmonique a-t-il des fréquences énergiques quantifiées, une par paire d'atomes? Peut-être pour en réalité, oui, par paire d'atomes, c'est par vibration. Alors, les vibrations, elles peuvent être, c'est pas obligatoirement, il n'y a que dans les modes très internes où on n'aura que 2 atomes qui sont liés, parce que tout est lié. Mais après, c'est simplement les modes propres de vibration. Donc, on va faire vibrer au double de la fréquence, etc. Et donc, il y a très rapidement, en mécanique statistique, il y a un terme quantique qui apparaît et donc qui permet après de… Voilà. Encore une petite question et puis après, on passera à quelques infos générales. Est-ce que les modèles d'exploitation et méthodes que tu as détaillés, Pierre, peuvent s'extrapoler à d'autres matériaux présentant des TG polymères ou bien sont-ils spécifiques au verre? Est-ce qu'on peut appliquer ça aux polymères? Les polymères, moi je ne connais pas bien, moi je suis plutôt du monde de l'inorganique, mais oui, s'il y a une transition vitreuse, c'est pour… dès qu'on a un phénomène de transition vitreuse, quelle que soit la classe de matériaux, on peut appliquer ce type de méthode. Je ne vois pas que ce soit des verres polymères, des verres d'oxyde ou des verres de calcogénure, ou je pense que…
ça s'applique ou des verres. Ouais. Ok, bon, bah, merci beaucoup pour vos belles présentations et puis vos réponses aux questions. Je pense qu'il n'y a plus de questions. J'espère que j'ai tout regardé. Alors, quelques petites informations générales. Alors, d'abord, donc hier et puis aujourd'hui se tient donc c'est l'ouverture officielle inaugurale de l'année du verre en fait qui s'est tenue donc et qui se tient toujours à l'ONU à Genève. Donc, il y a eu une participation de certains membres de l'association. Vous avez toutes les informations sur le site de l'USTV. Il y a différents événements qui vont avoir lieu tout au long de 2022. Et puis, les prochains webinaires, donc le 25 février, ce sera donc sur les verres naturels et le 11 mars sur l'altération des verres anciens. Voilà. Voilà pour la suite des événements. Voilà, je vous remercie pour vos participations. Encore bravo et merci pour les intervenants. Et puis, à la prochaine. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.